Salut à tous, je vous propose ici de terminer la saison 2022-2023 avec des playoffs qui normalement devraient être assez sympas. Et je ne parlerai pas dans cette vidéo du tout de ce qu'on vient d'avoir, surtout jeudi après-midi, 25 mars, à savoir une accélération des trades avant la deadline, où pas mal de choses quand même seraient à commenter. J'en parlerai plus tard, c'était passionnant, hein. Mais je reste sur cette partie ici qui, écoutez, voit une domination à l'ouest du Thunder, donc de manière assez surprenante. Cette équipe domine l'ouest depuis 2 années, même si là les Spurs ont talonné. Et puis, et du côté de l'est, le numéro 1 incontesté, ce sont les Bulls de Lavine et Antetokounmpo, devant des Raptors, des Hawks, etc. Et même des Bucks, qui ont su se renouveler assez vite après le départ de leur star grec. Après le fait du premier tour, c'est évidemment cette opposition pour les Raptors vis-à-vis des Nets de Irving, Harden et Durant. Voilà, pour le coup, ça va être assez chaud de faire face à cette équipe-là. Et puis sinon, pour ce qui est des autres équipes que je contrôle dans cette partie, Phoenix aura un premier tour contre Denver qui est assez équilibré a priori. Et d'ailleurs, ça commence pas si mal avec une victoire lors du premier match, pourtant à l'extérieur. Donc, vous avez compris, on enclenche quelques petites simulations. On jouera quelques matchs ici et là en essayant de ne pas en jouer plus de 1 par série. Voilà. On ne joue pas plus de 1 match par série. C'est la petite règle que je me suis fixée pour ces playoffs 2023. Histoire quand même de grosso modo laisser faire le jeu et laisser récompenser les équipes qui doivent le faire, qui doivent l'être. Pokusevski cartonne sur le premier match face aux Warriors. 40 points pour aider à la victoire d'OKC sur ce premier tour qui s'annoncerait plutôt facile sur le papier, 1 contre 8. Mais ne nous leurrons pas. On peut toujours avoir des surprises dans ces cas-là. Les Suns ont doublé la mise face aux Nuggets, ce qui est plutôt pas mal du tout, pendant que les Raptors, en revanche, subissent la loi de Kevin Durant et des Nets. Et oui, ça fait déjà 2-0 pour Brooklyn dans la série. On commence déjà à prendre peur de se faire sweeper par cette constellation de joueurs au talent offensif rarement vu. Égalisation, des Warriors dans la série face à OKC, comme quoi c'est peut-être pas si facile que ça, cette série, alors que Phoenix prend le large 3-0 dans la série face aux Nuggets. 3-0, ça sent relativement bon, même si dans NBA 2K, on peut plus facilement revenir d'un 3-0 que dans la vraie vie. Et bon là, écoutez, il faut absolument revenir là, surtout qu'on a le retour de Kyle Lowry. Oui, parce que à l'épisode précédent, donc c'est-à-dire en fin de régulière 2022-2023, on avait été privé pendant quelques semaines de Kyle Lowry. Je vais, pour son retour, le faire rentrer dans le 5 majeur. Vous savez peut-être que je lui avais fait passer la majeure partie de la saison en tant que 6e homme. Et oui, on est 3 ans plus tard que le début du jeu. Il a 38 ans, c'est plus du tout les mêmes circonstances. On a promu des gens comme Flynn, comme le jeune shooter Harris également, ont pas mal de temps de jeu. On a modifié l'équipe du côté des Raptors, avec notamment la superstar Donovan Mitchell. Bref, on a eu une refonte avec aussi Asia Todd au poste 5. Voyons voir cette équipe. J'ai eu envie de jouer comme ça à 0-2. J'ai eu envie de jouer face à ces Nets qui, en apparence, avaient souffert lors de la régulière. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont nécessairement être faciles à dompter. D'ailleurs, c'était mal parti déjà jusque-là. On va donc s'accrocher. Allez, mettre en place un jeu profitant peut-être de certaines largesses défensives des Nets. Essayer autant que possible de jouer, tirer bénéfice, je dirais, des contre-attaques quand ça se présente. Prions également pour avoir de l'adresse extérieure. Mais ce qui va être le fait marquant du début de match, c'est que
les échecs en attaque, très jolie passe ici, c'était signé Dinwiddie. Les échecs en attaque se payent super cher parce que leurs contre-attaques sont très souvent létales, même si là on avait réussi à l'endiguer. On a un peu du mal aussi au niveau de l'adresse. C'est un début de match en tout cas où 10-8 en 5 minutes, ça n'est pas beaucoup. D'ailleurs ça va faire 10-10 immédiatement parce que Kevin Durant est très en verve. Vous verrez que Kevin Durant va faire un match exceptionnel et on va comme ça juste se permettre de repasser devant avant la fin du premier quart, mais le match est très serré. Après voilà, on essaie de servir Siakam dans des conditions où il puisse comme ça nous faire du gros boulot comme il sait le faire. Harden à la balle, regardez-moi ça. Bah oui, si on lâche la défense sur Harden, les gars, ça va faire ça à chaque fois. On est donc sur une situation encore une fois très serrée. Hop là, il y a un petit appel ici vers le panier. Très joliment fait pour Donovan Mitchell. C'est vraiment notre force offensive numéro 1. Donovan Mitchell est un joueur majeur et il faut essayer d'en tirer le mieux possible parti. En face, il s'occupe de tout. Il s'appelle Kevin Durant. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il est irrésistible, même si parfois on arrive à le faire un peu dévisser ses tentatives et profiter, comme je vous le disais juste avant, des contre-attaques. Mais c'est bien difficile. Top scorer à ce stade-là, Mitchell Durant. Déjà 18 points en moins de 3 fois 5 minutes. C'est énorme en vérité. Les pénétrations me font mal. Heureusement, on arrive parfois à les freiner. Par contre, si on surveille pas le rebond, ça fait là encore excessivement de mal. Je suis content de Todd au poste 5. Je ne regrette pas d'avoir inclus Turner dans le trade qui nous avait permis, associé à Van Vliet notamment, d'obtenir la venue de Donovan Mitchell dans un trade triangulaire. Malachi Flynn est un joueur plutôt intéressant. Moi je le trouve sympa après 3 ans là. Il tutoie les 80. Il a vraiment des choses super sympas à faire, à nous proposer. L'écart est en train de devenir consistant là en cette fin de match, mais il faudrait pas non plus se faire surprendre. Regardez à l'image de cette claquette dunk de Dédé Jordan qui permet de recoller un petit peu. Et après on a aussi Kevin Durant qui, là, ça c'est Kevin Durant. Hein. Il n'y a pas à se plaindre quand on encaisse ce genre de panier, parce que Kevin Durant, on l'a peut-être oublié depuis 2 années, mais c'est un extraterrestre. Peut-être, si tu le mets avec ses dispositions physiques à 100%, on est peut-être en face du vrai joueur dominant de la ligue, hein, quelque part, j'irais presque jusque-là. En tout cas, avec LeBron James. Voilà. Avec LeBron James, pour moi, les deux ont quand même un statut un peu à part. Enfin, le problème des Nets, c'est que ils ont James Harden en plus. Et ça, pam, égalisation ici d'un 2 points juste exceptionnel de Kevin Durant. 59 partout. On va avoir une balle pour gagner le match. Je vais donc attendre. On va essayer de jouer le coup avec Donovan Mitchell. Déjà, s'être fait reprendre et être dans cette situation-là, c'est limite ralent. Vous voyez ce que je veux dire? On va ici se faire contrer et Todd échouera, ce qui va nous envoyer en prolongation. Après, quelque part, pour le scénario, c'est encore plus excitant d'avoir une prolongation. Mais j'ai pas fait exprès. Hein. S'il y avait moyen de la gagner avant la fin du 4e quart, je l'aurais fait. Il y a quelques actions, c'est super joli en fait. Hein. Les animations là autour de Kevin Durant, de Kyrie Irving, de James Harden sont super jolies. C'est du grand art en fait. Souvent quand j'encaisse un panier, je me dis waouh, trop beau, tellement tout ça est admirable. Allez, Anunoby, on pêche un peu ici sur la manque de spontanéité, là, sur la conversion, en tout cas les tentatives de conversion de nos contre-attaques ou ensuite de nos attaques placées. Ce qui fait que Brooklyn, bam! Ça, c'est James Harden derrière la ligne à 3 points. Repasse devant. Et il va falloir maintenant se bouger les fesses pour ne pas
se prendre un 3-0 qui serait quasiment synonyme d'élimination. On va retrouver ici par exemple Donovan Mitchell à l'opposé. J'ai bien aimé ce mouvement de Mitchell pour nous donner plus 2. C'est Durant qui a la balle, il n'y a pas de doute. Il a clairement la majorité des ballons en attaque sur ce match-là. Et c'est souvent létal. Voilà, à l'image de ce 2 points longs sublime. J'adore même si c'est un art désuet, c'est comme le jeu intérieur en fait qui est totalement abandonné par un certain nombre d'équipes. J'adore les 2 points longs, moi. Donc je suis dans le domaine du pas réaliste du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le 2 points est quelque chose qui a été progressivement gommé par les analyses statistiques détaillées. Et Durant le maîtrise à merveille. Et grand bien leur en face. Il nous faudra toute la dextérité de Kyle Lowry derrière une action collective plutôt inspirée pour aller égaliser. Il reste 24 secondes. On aura comme ça Anunoby sur Kevin Durant. Kevin Durant qui va essayer de venir comme ça de près. Vite, temps mort. Kevin Durant a pour une fois échoué dans sa tentative individuelle. Hein. Ça jouait clairement l'ISO. Hein. Là, il n'y avait pas de problème. 68 partout. J'ai fait rentrer quelqu'un qui pourrait peut-être nous sauver. On va prendre temps mort parce que ce quelqu'un n'est pas sur le terrain à ce moment-là. Je vais miser, après analyse des valeurs de chacun à mi-distance, je vais faire rentrer Malachi Flynn, surtout Kyle Lowry est un peu fatigué. J'ai un peu comme ça remodelé l'équipe parce que j'aime bien le faire en prolongation, sinon j'ai des types qui sont en dessous de 60 d'énergie parfois. Et bon là je me suis dit, un Flynn va peut-être nous faire quelque chose. De toute façon, c'est catch and shoot là. Hein. Il faut juste se démarquer de Kyrie Irving qui est pris dans un écran et swish. Voilà. C'était pas vraiment swish, ça a un peu touché le cercle. Mais avouez que Malachi Flynn a été décisif sur ce coup-là. Et j'en suis bien content. Voilà. J'en suis bien content. Au-delà de la victoire, c'est surtout le fait que ce soit Flynn, puisque c'est un jeune, drafté en 2000, attention, pas dire de bêtises, 2020. Donc ça veut dire que là, il est dans sa 3e année de contrat rookie. On lui a donné un rôle et il nous le rend bien sur ce coup-là. Victoire à l'arraché en prolongation pour ces Raptors face à des Nets qui continuent tout de même à me faire bien peur. Ouais, le shoot est propre. Il n'y a pas grand-chose à redire. On aura été d'une adresse similaire à 3 points des deux côtés. C'est amusant pour être signalé. 6 sur 13 pour les deux équipes. Plus de passes décisives, normal, ça a joué de manière plus individuelle du côté des Nets. Nous, on est obligé de jouer un peu plus collectif. 69 points en extrapolé pour Kevin Durant, qui a eu vraiment la majorité des ballons. Bravo. Mais 62 points en extrapolé pour un Donovan Mitchell de gala, suivi par Siakam, Todd, par exemple, qui ont des contributions vraiment super sympathiques. Voilà. Donc après cette petite émotion, c'était quand même un match qui m'a... J'ai beaucoup aimé jouer ce match. Je trouve ça passionnant de jouer contre les Nets, avec une équipe un peu underdog tout de même si elle a terminé devant en saison régulière. Oh là là, danger pour OKC, parce que Golden State vient de prendre le match 3. En revanche, du côté de Phoenix, on n'aura même pas l'occasion de jouer un match sur ce premier tour qui est largement dominé. Qualification des Suns d'ores et déjà pour la demi-finale de conf. Par contre, contre qui, ça reste à voir. On va ensuite simuler encore un carton de Donovan Mitchell pour faire revenir les Raptors à 2 partout à l'Est. C'est assez serré, sinon Chicago, Miami ont quand même pris des options, mais les séries, il y en a au moins 5 sur 8 qui sont serrées. Ah ben, elle l'est d'autant plus que nous revenons au score avec OKC à ce moment-là dans la série contre Golden State. Heureusement, me direz-vous. Heureusement. Match 5 déterminant à suivre pour les Raptors face aux Nets. Il va être remporté. Donc Toronto, mine de rien, revient de 0-2 à 3-2. C'est déterminant. Ensuite, pendant ce temps-là, OKC va prendre l'avantage en simu face aux Warriors. Donc,
allez, on est plutôt pas trop mal dans les deux séries, puisque malgré le mauvais départ, entre guillemets, hein, le fait d'avoir été mené, on est quand même, on s'en est pas si mal sorti du tout. Et vous voyez, le match 4 donnera lieu à une véritable démonstration des Raptors qui vont donc éliminer les Nets. C'est pas mal. C'est pas mal d'avoir réussi à éliminer les Nets. Et là, je me suis dit, c'est peut-être le moment de jouer à un deuxième match pour ces playoffs. C'est d'essayer d'aller jouer du côté des Warriors le match 6 pour essayer d'aller comme ça s'imposer et terminer la série en 6. Ça me plairait. Curry et SGA qui se kiffent avant le match. Attention aux Warriors. Attention, cette équipe, même si je trouve qu'elle est trop souvent dans le jeu, il y a un profond mépris pour Draymond Green qui, je trouve, n'est pas estimé à sa juste valeur. En fait, Draymond Green est un joueur dont l'influence sur un match dépasse largement le cadre des statistiques d'une part et même des notes sur 2K qu'on pourrait lui attribuer. De ce fait, vous voyez, alors que les contre-attaques font mal en ce début de match, sur chaque shoot raté, on se mange une contre-attaque. Le jeu a titularisé Pascal en lieu et place de Draymond Green qui sortira du banc. Et de manière générale, vous avez déjà tous remarqué en My League que le jeu cherche à se débarrasser de Draymond Green. C'est pour ça que je contrôle les trades, par exemple. Parce que je ne supporte pas vraiment l'idée que les Warriors décident tout de suite de se débarrasser de Draymond Green. Je pense que c'est une équipe, en fait, sur laquelle, par exemple, j'aimerais pas me retrouver en face lors d'un match de play-in, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que Steph Curry est capable de vous planter 50 points. Et puis à côté, mine de rien, il y a quelques larrons qui font le boulot. Et puis il y a Draymond Green. Alors là, il se trouve qu'en plus, il y a Klay Thompson, plus une version améliorée de James Wiseman, puisqu'il a eu le temps de progresser en 3 années. Très très joli boulot du Chief Curry, ce qui fait qu'en fait, on est mal embarqué dans ce début de match. Ça se passe pas bien. Il va falloir mettre le couteau entre les dents pour essayer ici le pick and pop. C'est Pokusevski qui shoot avec sa hauteur largement facilement au-dessus de Klay. Derrière, le post-up n'a pas fonctionné. Steph Curry qui tente un shoot relativement difficile. Nous avons comme ça maintenant quelques stops défensifs dans ce deuxième quart, ce qui nous permet d'envisager des contre-attaques et également de revenir au score, fatalement. Voilà. Donc ici, on va voir si l'ami Pokusevski sur le pick and roll fait le boulot. Ce fut le cas. Vous voyez, on prend lentement mais sûrement un certain ascendant, je dirais. Ça n'empêche tout de même qu'en face, on a Steph Curry. Steph Curry, c'est quand même l'homme qui a un petit peu été à l'origine de la révolution du jeu NBA qu'on connaît maintenant en 2021 et qui nous paraît limite normal, alors que tout ça, si on compare à 15 ans ou 20 ans en arrière, est quasiment de la science-fiction. Vous avez un jeu... Moi, j'essaye de m'adapter. Il faut toujours vivre avec le monde dans lequel on est, hein, et ne pas être toujours, vous savez, du style à regarder en arrière. Mais très joli ici, voilà, le démarquage, sortie d'écran, SGA. SGA, il est phénoménal, mais on en reparlera. On en reparlera de Gilgeous-Alexander. Donc il faut pas passer son temps, je pense, à regarder tout le temps en arrière. Très jolie combativité de Kevon Looney sur ce coup-là. Mais tout de même, on peut signaler à quel point ce jeu est en évolution. Et moi, je suis quand même à un certain niveau, je suis navré. Je suis navré quand, vous savez, le matin, peut-être que, comme beaucoup d'entre vous, matin, je suis là sur le site, sur un site ou sur un autre, peu importe, je suis de la NBA. Je regarde toutes les stats, en fait, des matchs. Et je vois de plus en plus souvent des minutes de pivot, puis après, ça se confirme en regardant les matchs, des minutes de pivot qui correspondent
clairement, quand on fait la somme, je sais pas, vous regardez la ligne des stats des Spurs, vous voyez Pöltl qui a joué 21 minutes et vous regardez que autour ils ont mis Eubanks pendant 12 minutes. Ça veut dire qu'il y a 15 minutes pendant lesquelles on a eu au mieux Lyles où on a eu pas de pivot sur le terrain, quoi. Hein, vous comprenez, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple. Vous comprenez ce que je veux dire? Bah ouais, moi je suis un peu navré en fait. Et du coup, j'en viendrai presque à aimer les équipes qui jouent avec un vrai pivot. Vous me direz, elles sont obligées. Genre Philadelphie avec Embiid, quand il sera de retour, mais majeure partie du temps. Niko Jokic avec Denver, même un Rudy Gobert avec son impact défensif, surtout. Et Utah, au moins, ces équipes-là, quelque part, elles obligent les autres à jouer avec des grands. Donc voilà à quoi j'en suis réduit. C'est à aimer le fait que des équipes soient obligées de mettre des grands sur le terrain, quoi. Et ici, on a un ballon pour tuer le match. Ce match ne fut pas facile, hein, vous l'avez vu. Hein. Mais le truc, c'est que, en fait, dès qu'on a une situation un peu tendue avec ce Thunder-là, dès que la situation où il y a 5 points, le match, normalement, est ficelé si on ne fait pas les idiots. Dès qu'on a un match un peu serré, bah, obligatoirement, balle à SGA, et il va nous sortir soit un shoot, là c'était une pénétration avec le end one, il peut aussi créer pour un coéquipier, il va être également en capacité, voilà, c'est terminé, il va être en capacité d'également shooter à mi-distance, on le verra un petit peu plus loin, puisque le Thunder s'est qualifié là, sur ce match, donc accède au deuxième tour, ça va être face aux Suns, c'est un petit crève-cœur, mais c'est aussi comme ça, de jouer avec plusieurs équipes, il n'y en a qu'une seule qui peut être championne au maximum, donc SGA, fabuleux, j'ai pas de mots, tellement le mec a la panoplie, mais élargie, de chez élargie, et c'est un pur bonheur, il est un peu... En plus, il a cette tendance à absorber les contacts et à conclure, malgré tous les contacts qui pourraient être perturbants pour d'autres types de joueurs. Vraiment fabuleux. Donc, on va voir jusqu'où ça peut nous mener. Est-ce qu'on peut aller au back-to-back ou est-ce que ce sera pas le cas? Gros match quand même de Wiseman. Curry aura été pas si mauvais du tout, mais n'aura pas eu l'impact qu'on aurait pu craindre. Entre guillemets, bon match de Maledon, bon match de Pokusevski, carton total de Shai, et puis aussi de belles contributions en sortie de banc. C'est plus l'esprit de cette équipe d'OKC que de partager le scoring, je dirais, hormis le mutant Shai. Donc, on se retrouve maintenant en demi-finale de conf. Demi-finale de conférence, où on va commencer évidemment en simulant un petit peu les choses. Toronto mène ainsi 1-0 face aux Hawks. Puis après, évidemment, dans la confrontation fratricide OKC contre Phoenix, bah, vous allez voir que ça pourrait être serré, hein, l'histoire. Hein. Premier match est pris par OKC. Je ferai juste un petit commentaire en passant pour dire que San Antonio, qui était numéro 1 bis de l'Ouest, s'est fait taper par les Grizzlies qui mènent déjà d'ailleurs 1-0 dans leur série face aux Pelicans qui était une sorte d'épouvantail la saison précédente. Toronto prend ensuite le match 2 contre Atlanta. Qu'est-ce qui va en être du match 2 dans la série Thunder Suns? Ça fait 1 partout. Voilà, qui est conforme à un certain équilibre des forces. Ok, on continue. Chicago contre Miami, ça doit être tendu. Je sais pas qui peut passer. Miami est une version qu'on peut connaître un peu de Miami, mais qui a évolué légèrement. Chicago, en revanche, a été chamboulé. Bon, 2-1 à ce stade pour Toronto. Oui, on n'est qu'en 3e année de jeu. Donc, il y a quand même la structure de certaines équipes qui a été conservée. OKC qui a décidément la fâcheuse manie de se laisser mener 2-1 dans les séries. Puisque là aussi, c'est du 2-1 pour Phoenix. On va continuer à simuler pour voir
à quel moment est-ce qu'il est opportun de jouer un match ou de continuer à simuler. 2-2, waouh, 2-2, retour donc des Hawks. Bon, en fait, chaque équipe a gagné à domicile dans cette demi-finale du bas de tableau à l'Est. Est-ce que OKC va réussir à égaliser face aux Suns? Non. Et là, on est au bord de l'élimination avec le Thunder qui est quand même mené 3-1 par les Suns. Est-ce que ce serait finalement l'année des Suns qui viennent d'étriller les Denver Nuggets, qui mènent 3-1 face à l'équipe qui terrorise la Ligue? Ouais, j'exagère un peu, c'est pour rigoler. Toujours est-il que Toronto mène à présent 3-2 dans la série contre ATL et on va assister, voilà, peut-être à une bascule. Siakam, tendinite du genou droit, indisponible, 2 à 4 semaines d'absence. Alors là, je vais être obligé de me reconfigurer et je vais opter pour un maximum de minutes pour Anunoby au poste 4. En gros, je décale Anunoby et je fais rentrer dans la rotation O'Neal, Royce O'Neal, c'est un bon joueur, hein, et Luau Cabarro. Voilà. Les deux rentrent avec des minutes. Et bah d'ailleurs, même carrément pour Luau Cabarro, c'est le 5. Parce que je préfère garder l'impact de Davis, par exemple, en sortie de banc. Et Boucher aussi, il est bien en sortie de banc. Il est pas mal. Il est pas mal du tout. Et donc, ouais, je fais démarrer Luau quand même sur un temps de jeu qui est pas non plus énorme. Et Anunoby va être utilisé en 4. À voir un peu ce que peut donner ce réglage-là. Je me méfie en fait beaucoup de John Collins en face. Voilà. Pour ça que j'ai mis Anunoby en 4. Le retour d'OKC à 2-3. Donc, ça va. Ça sent peut-être la remontada. À voir. Miami a pris, semble-t-il, l'avantage dans sa série contre Chicago. Avant que Trae Young ne nous tape un record en carrière pour ramener les Hawks à 3-3. Donc là, c'est serré. Hein. Il y a 3-3 ou 3-2 partout. Et d'ailleurs, que va-t-il se passer avec OKC Phoenix? 3-3 également. Donc là, on est sur des séries comme ça qui sont excessivement serrées. Que va-t-il se passer du côté de Chicago-Miami? Je peux déjà vous le vendre. Ça fera 3-3 aussi. Mais ça, on le verra juste après. Parce que auparavant, il y a ce match 7 entre Hawks et Raptors. J'ai choisi de simcaster pour rentrer à 6 minutes 30 comme ça de la fin. Comme ça, pour une fois, on n'a pas de déformation du temps. On a le temps, c'est le temps joué. On est en fait sur le modèle 4x12, quoi. Sans distorsion. Lui, là, il est intéressant. Il s'appelle Jarace Walker. Il a été drafté en position 3 par les Hawks à la draft 2022 dans la partie. Et moment aussi capital, c'est l'exclusion pour 6 fautes de Trae Young. Alors, c'est négatif, globalement. Ok, d'accord, à courte vue, c'est positif pour nous. Mais c'est surtout négatif pour l'intérêt du jeu. Pour moi, parce que... Allez, il me semble pas que Trae Young soit quelqu'un qui est habitué à se faire exclure pour 6 fautes. Et malheureusement, ça c'est une des failles du simcast. Hein, le simcast, on sait qu'on a malheureusement assez souvent des joueurs, quand on rentre en 4e quart-temps, qui ont commis bien plus de fautes qu'ils n'en auraient commis. Mais bon, ça, on va dire qu'on doit l'accepter. Ça sent mauvais d'ailleurs. Hein. Trae Young a beau être sorti, on est en grosse galère ici, à tel point que heureusement que Luau nous rentre ce shoot désespéré en fin de possession. Il nous a sauvés parce qu'on était à -7, il nous a remis à -4. Derrière, c'est Bogdanovic qui fait le boulot. Et, regardez-moi ça, petit démarquage. Est-ce qu'on prend le shoot? Non, on va plutôt donner à Anunoby
qui là aussi fait le boulot de nous rapprocher un petit peu. On est à -2. La situation était très très tendue et honnêtement, elle l'est encore parce que double échec face à l'influence défensive de Capella, double échec près du cercle. J'essaie de pas me faire surprendre par Collins. Je vous dis, je crains beaucoup la virtuosité offensive de Collins. Heureusement ici contré par Anunoby avec une contre-attaque payante. On est revenu à 14 et quelques secondes de la fin. On est revenu à égalité. La dernière possession est donc pour Bogdanovic, qui joue avec l'horloge, pas de problème. Flynn en défense sur lui, j'ai relativement confiance en Flynn. Le joli step side, mais ça va, c'est pas rentré. Si la rentre, vous me direz, c'est pareil, et on est sorti. Hein. Mais bon, voilà, il faut aussi des moments où les choses basculent à peu de choses dans une saison. La prolongation fait donc 5 minutes, comme dans la réalité, et on se retrouve avec tout de suite une belle opportunité de shoot dévissée là, dans le corner par Boucher. J'ai opéré des petites rotations. Hein. Et là, oh là là, que c'est joliment joué. Sur la contre-attaque, à la place de Jarace Walker. Vraiment bon ce type, hein. Il est vraiment pas mal. Ça c'est DeAndre Hunter, on le connaît. Un joueur qui progresse. Et donc forcément, après plusieurs années, il a atteint un niveau très sympathique. Ici, c'est le très très précieux Malachi Flynn qui nous retrouve un peu d'adresse avant une séquence assez négative pour les Hawks, puisqu'ils vont comme ça perdre un premier ballon, c'était Anunoby à l'interception, suivi, hop là ici, d'un deuxième, cette fois-ci c'est Mitchell qui récupère, et même d'un troisième, encore une fois, volé par le superbe défenseur Keoji Anunoby. Vous l'avez compris, plus 7 avec 50 et quelques secondes à jouer. Le match est terminé. On va pouvoir jouer à la passe à 10. Mais on va surtout profiter d'une dernière petite action, histoire de se faire plaisir. Voilà, l'histoire est entendue. Tout aura donc basculé sur... Finalement, ce shoot dévissé de Bogdan Bogdanovic avant la prolongation, puisque derrière, ils auront un petit peu craqué. C'est notamment Huerter qui a été peut-être moins inspiré à la main. Et là, tout l'impact de l'absence de Trae Young. Hein. Je pense qu'avec un Trae Young qui n'est pas sorti pour 6 fautes, on est très très loin d'être certain de gagner ce match-là. Parce que, encore une fois, les Hawks sont vraiment redoutables, surtout quand ils sont munis de leur virtuose meneur. Voilà, donc, Jarace Walker, je vous en parlais, d'un joueur vraiment complet, et qui, à mon sens, est amené encore à progresser, et dans cette partie, peut faire beaucoup de bien aux Hawks, au poste 2, là, ça peut être vraiment une sacrée doublette avec Trae Young. Toujours est-il que pour eux, cette année, c'est terminé, et Toronto accède au final de conf. Dans le même temps, les Grizzlies ont accédé à la finale de l'Ouest, ce qui est quand même phénoménal et quasiment sidérant. Surprise totale, puisqu'il y avait l'upset du premier tour. Hein, j'imaginais pas tellement passer les Spurs. Seul bémol, c'est que les Spurs ont eu une blessure grave, celle de Darius Vassell, qui à ce moment-là, dans la partie Darius Vassell, progresse pas mal, il a 82, 83. Et ça devient vraiment un très bon poste 3, mais bon, voilà. Parenthèse refermée, on retrouvera forcément les Grizzlies avec une de ces deux équipes, soit les Suns, soit le Thunder. Et comme j'ai tout à l'heure j'ai proposé un match avec le Thunder, je me suis dit que le plus logique était de jouer ce match décisif avec les Suns. Puisqu'en plus, c'est l'occasion un peu de voir comment il se comporte. Toujours Ayton, Crowder, Bridges, Booker, Chris Paul et quelques contributions en sortie de banc pas inintéressantes. Alors il faudrait essayer de bloquer au rebond. Il faudrait bloquer les rebonds parce que sinon, si on sécurise pas défensivement, on va le payer très cher. Dort sur la droite,
qui se rapproche du cercle, qui est contré, en tout cas qui est bien contesté. Et derrière, les contre-attaques sont létales. Ça, on a l'habitude, c'est du Touquet classique. Hein. C'est bien classique, tout ça. Début de match donc est assez équilibré. Baisley ici qui tente le fade away. C'était peut-être un petit peu difficile. Et Cam Johnson qui explose sur la contre-attaque, décidément. Ce que je constate parfois quand je paye un manque d'adresse ou un manque de réussite offensive, je le constate, mais je peux aussi en profiter parfois. Hein. C'est une tendance du jeu, mais c'est aussi une tendance du basket. Quand une équipe a bien défendu, je ne vois rien de scandaleux à ce que cette équipe hérite, limite, d'une séquence un peu plus facile pour aller terminer de l'autre côté. Shai est bel et bien présent, nous l'avons contre nous pour une fois, et c'est vraiment monstrueux à jouer. Il a notamment cette capacité à aller chercher pas mal de fautes, et donc de lancers francs, et donc de points faciles. On se retrouve un tout petit peu plus loin, au-delà de la moitié du deuxième quart-temps, avec là encore une possibilité de contre-attaque. C'est Bridges qui va venir comme ça joliment conclure proche du cercle. Le match est toujours très serré. Malédon ici va-t-il arriver à retrouver Azubuike qui est contré par DeAndre Ayton. Malédon qui vient jouer de près. Va-t-il trouver une solution? Bah oui, magnifique. Alley-oop pour le petit jeune Azubuike. On est donc sorti là d'une première mi-temps qui est vraiment équilibrée, sur laquelle il y a eu quelques moments de virtuosité de la part de certains joueurs, mais quand même pas non plus de faits marquants. On est, c'est presque à égalité. Les choses ne sont absolument pas jouées encore, et chacune des deux équipes garde toutes ses chances. On va donc essayer, là, de promouvoir un petit peu les Suns, hein, et en tout cas, si c'est possible, un peu plus d'adresse pour les Suns, mais peut-être trop de ballons perdus dans cette première mi-temps. C'était vraiment le côté très négatif. Ici, Booker aura été bien contesté, voire pire. Et derrière, c'est une contre-attaque. Hop là, joli. Le petit criss-cross de Chris Dunn pour aller seul au cercle. Derrière, les shoots ne rentrent pas forcément. On aurait, comme qui dirait, un petit déficit d'adresse sur ce match-là. Vous m'envoyez désolé. Ici, quand même, allez, mince, quoi. Ça doit rentrer. En tout cas, c'est pas rentré. Et ça nous fait super mal, surtout quand on a quelques... Ouais, c'est pas un oubli. En fait, j'ai fait une impasse sur ce coup-là. Je me suis dit, attention à la pénétration, le Dunn, tu le laisses. Derrière, encore une autre impasse. Et les impasses, donc, ici, vous le voyez, sont payées cash. Surtout que défensivement, Mobley, ici, a fait très mal à DeAndre Ayton. Leurs contre-attaques sont bien jouées, j'aime bien. Même quand ça temporise, ça prend le temps de bien jouer. Et vraiment, ce Thunder me plaît. Et puis après, il y a toujours le petit génie pour aller conclure quand ça s'est refermé, voilà. Donc, on est à -9. Ça sent pas très bon, pour être très franc. Regardez, un petit shoot ici. Ah, il était un poil contesté, mais normalement, il y avait moyen de le mettre. Et voilà. 32-44. J'ai envie de dire, troisième quart-temps. Terrible pour mes Suns. Terrible. Parce que ça fait très mal. Hop là, encore une fois, ça fait le boulot défensivement. Cette équipe est vraiment redoutable. Et Azubuike à 3 points. Non, quand même. Essayez les gars, essayez de vous calmer s'il vous plaît. Ne me mettez pas Azubuike à 3 points, sinon je risque de défaillir, parce que le joueur n'est pas du tout un shooter. On va essayer de revenir. Allez. Rien n'est fait. Après tout, les fins de match où on a comme ça quelques stops défensifs et on arrive, bam, ici, à l'image de Ayton, à se rebeller et à s'imposer physiquement pour redresser la situation, c'est possible.
c'est possible. Ce serait ni la première ni la dernière fois. Le pick and pop. Allez, tu shootes au-dessus de Dunn, mon gros. Oh là 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 là. Heureusement que le charmant DeAndre Ayton passait par là. Et nous sommes, mine de rien, à -4. Et à -4, il va se passer un truc. À -4, il va se passer que le patron va nous rappeler qui il est. Hein, vous voyez, c'est lui qui a le ballon. Il est déjà venu de près nous marquer un très joli lay-up contre la planche. Ensuite, il va aller chercher les lancers et avoir joué l'horloge comme il le fallait. 52-46. Vous voyez, je me suis heurté à un moment donné à quelqu'un qui s'appelle Shai Gilgeous-Alexander et il y avait, pour ainsi dire, pas grand-chose à faire. C'est fini pour nous sur ce tir de Booker qui échoue. Et même le petit harcèlement symbolique pendant les dernières secondes sur Shai Gilgeous-Alexander qui garde la balle le plus simplement du monde n'ira nulle part. La qualification, c'est du côté du Thunder qui s'impose donc à domicile. Il y a une certaine logique. Le joueur humain a failli. Il a été déficient. Et puis sinon aussi, on peut dire qu'on s'est heurté à quelque chose de très très fort. Voilà. C'est donc OKC qui continue sa route dans ses playoffs. Le 2/13 à 3 points aura été peut-être déterminant du côté des Suns. On aura donc une piste pour essayer d'améliorer les choses à l'été suivant. Je pense qu'il faut introduire un shooter supplémentaire. Mais bon, il faudra voir parce qu'il n'y aura peut-être pas que ça à faire comme mouvement. Bazley aura été fabuleux en sortie de banc. Énorme contribution. Et du côté des Suns, peut-être que certains n'ont pas assez contribué. Bon, ça demandera, là encore, de réfléchir un peu plus globalement. Et un de ces jours, je vous reparlerai de ça. Du côté de Chicago contre Miami, on va avoir lieu à une relative surprise. C'est la qualification du Heat. Donc Lavin, Cunningham et Antetokounmpo n'auront pas pu, je dirais, faire vaciller le Heat de Jimmy, de Bam et de Tyler Hero, entre autres. Donc c'est le Heat qu'on affrontera en finale de conf avec Toronto. Donc c'est assez intéressant. Bon, le Heat, je vous le cache pas, est une équipe que j'adore en fait. Moi, j'ai pas attendu les playoffs de la bulle. Hein. Moi, ça fait des années et des années que j'avoue que j'adore cette équipe. Et puis, peut-être l'influence des Three Amigos à l'époque. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que Miami, j'aime particulièrement. Toronto est en train d'en faire de la bouillie pour le moment. 2-0 en début de finale de conf. 2-0 également de l'autre côté pour OKC face aux Grizzlies. Alors, on va voir comment un peu ça évolue là parce que ça sent... on irait tout droit là vers du OKC Toronto en finale NBA avant que Miami ne revienne à 2 victoires à 1. Du côté de l'autre, c'est aussi les Grizzlies qui reviennent, mais surtout ici, vous voyez, une entorse importante à la cheville gauche pour Evan Mobley. La saison est terminée. Donc il va falloir se redéfinir là. Et on est privé d'un pion très important de la rotation, puisque ma rotation au poste 5 est basée sur Mobley et Azubuike. Du coup, je vais échanger les rôles. Azubuike va hériter de 27 minutes en tant que rim runner et pivot dissuadeur, défensif, rebondeur. Et c'est notre vétéran chéri, Al Horford, qui va occuper le reste des minutes. Voilà, sachant que j'ai aussi des minutes sur lesquelles je laisse Pokusevski en 5 dans une config peut-être un petit peu plus 2021, je dirais. En l'occurrence, là, on est en 2023, mais voilà, vous savez, ce fameux basket de maintenant où
on a sur le terrain 5 joueurs qui peuvent shooter derrière la ligne à 3 points. Alors, donc, il faut vivre avec son temps. Toronto et OKC sont toutes les deux devant 2-1. Et Toronto prend l'avantage. C'était vraiment une bascule, le match 4. Le gagné voulait dire gros break dans la série. 3-1 pour Toronto à l'Est. Alors que Memphis revient à 2-2 dans la série avec le Thunder. Donc, qu'est-ce que je me disais à ce moment-là? Je me dis, il est peut-être temps d'aller clore la série entre Heat et Raptors. On est un petit peu devant, là, au moment de la prise de contrôle. Voilà, Donovan Mitchell en contre-attaque. Plus 7 avec 3 minutes 30 à jouer. Il faut gérer cette fin de match et ne pas s'affoler. À mon avis, tout ira pour le mieux. Et ce, surtout que Kyle Lowry n'est pas très bien défendu sur le pick and roll. J'ai monté pourtant la capacité défensive de l'IA sur les défenses de pick and roll. Mais bon, ici en tout cas, on va dire qu'il n'y avait peut-être pas les joueurs idoines pour se faire. Et regardez, qui a dit que ce match était joué? En fait, pas du tout. Parce que c'est Jimmy B qui va, ici, faire recoller, suite à une mauvaise action, très franchement, une mauvaise action de ma part. Nick Nurse est furieux. Jimmy B va nous faire recoller ce hit à 55 secondes de la fin. Et regardez-moi ça. Sinon, on a aussi un exemple de défense ici, sur cette action, qui fait qu'on va se retrouver à se prendre les pieds dans le tapis sur ce match 5. On peut quand même encore tenter l'impossible ici. Voilà, Donovan Mitchell. Ah là 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 là. Ça rentre pas. On s'est un peu mangé la feuille sur ce match-là. Il faudra donc que cette série se poursuive. Voilà. On n'a pas su aller la conclure au match 5. Miami est donc revenu 3-2. Derrière, une petite simulation du match 5 entre OKC et les Grizzlies pour voir qu'OKC reprend l'avantage. Et du côté de l'Est, alors, égalisation de Miami. Il faut jamais rater une occasion. Après, on peut toujours le regretter, surtout que le retour de 3-1 à 3-4 dans le jeu, il est assez fréquent. Donc j'ai peur à ce moment-là. Je me dis, on va se faire doser, si ça se trouve. Après avoir en plus tout eu en main pour conclure la série. On va jouer le match 6 d'OKC contre les Grizzlies. En plus, j'aime bien le FedEx Forum, tout en bleu ciel, avec une foule en délire. Alors écoutez, moi je sais pas vous, mais moi ça me pèse tellement de voir de la NBA. Alors après l'avoir vu dans une bulle, on me dirait t'aurais préféré ne pas la voir du tout. Non, c'est sûr. Mais après l'avoir vu dans une bulle, très joli ça. On voit de la NBA depuis quelques mois dans des stades au début qui étaient vides, et puis maintenant qui commenceraient légèrement à se remplir. Je m'en félicite. Avec une jauge quand même assez basse, c'est des choses auxquelles on est habitué désormais. Très mauvais début de match ici. On se fait surprendre par les Grizzlies. Et donc, voir un stade rempli, même dans un jeu, ça me rend heureux. Voilà. Parce que c'est ça que je veux voir. C'est une salle remplie, des spectateurs au premier rang, une liesse totale, limite même une folie furieuse. Pokusevski qui a ici donné du mal à Jaren Jackson. Encore une fois, il s'est contesté, vous voyez. C'est ça qui est fabuleux. Ici, c'est un contre d'Azubuike sur Valanciunas. C'est comme ça, en fait, que ce mauvais début de match va être endigué et qu'on va très rapidement se retrouver devant. Ici, c'est du longue distance à 2 points pour Shai. Shai, de toute façon, sait tout faire. Et avec comme ça cette grosse défense, toujours ce côté athlétique, cette capacité à convertir en contre-attaque, que ce soit proche du cercle ou que ce soit sur du moyenne ou du longue distance. Pas à chaque fois non plus. Regardez, contre-attaque sur un shoot raté,
Ça se paye cash hein, quand t'as Ja Morant dans l'équipe d'en face. Donc ça reste serré, mais on a au moins déjà su faire face. Chris Dunn s'est fait démonter par Morant. On a déjà recollé et c'est tout ce qui compte. Même si ici, de nouveau un petit break. C'est l'œuvre de Jaren Jackson Jr., joueur qu'on a hâte de revoir, hein, IRL. Qu'est-ce qu'il me manque ? Ce joueur me manque en NBA. Je le trouve en plus tellement intelligent et tellement capable que j'ai hâte de le revoir avec les Grizzlies. On est revenu, bref, à égalité. Ici, très très joli joué de la part de Allen, Grayson Allen. Et je vais jouer un petit coup de filou ici, vous voyez, 2 secondes 2. Hop, on va aller près du cercle. Est-ce qu'on a lâché le ballon à temps avec Théo Malédon? Théo a-t-il lâché à temps? Oui, regardez, il reste encore au moins 2 dixièmes au moment où le ballon n'est plus dans les mains de Théo Malédon. Donc, normalement, ça devrait être validé par l'arbitre. Ça le sera. 33-34 avant le début du 4e quart-temps. Un match serré, un match intense, avec beaucoup de duels physiquement très très importants. Faut dire qu'en face, c'est athlétique. Il y a de la belle qualité. On a aperçu le petit Clark là que j'adore. Donc, c'est là que je vais, en fait, quelque part, jubiler d'avoir plusieurs porteurs de balles. C'est-à-dire que, outre Dunn et Malédon, évidemment, il y a Shai Gilgeous-Alexander, cela va de soi, mais la créativité de Justice Winslow, comme sur le alley-oop précédent avec Bazley, c'est aussi une arme. Et de temps en temps, je fais même appel à la créativité de Kuminga. Tiens, là, c'est Pokusevski qui a enfin retrouvé son adresse extérieure. On va rester quasiment en intégralité sur cette fin de match. Égalité 42 partout. Morant en pénétration, ça passe. On n'a pas su le stopper. Il faut maintenant essayer de revenir au score. Balle à Shai. Qu'est-ce qu'on va bricoler? On aperçoit un petit mouvement là-bas. Hop, on peut donner la balle. Kuminga, c'était peut-être un peu trop loin derrière la ligne. C'était donc peut-être un mauvais shoot. Derrière, le dragster Morant ouvre. Kyle Anderson dévisse. Kuminga récupère Horford pour Dunn. Et le Shai qui va, évidemment, passer la balle. Mais Dunn ne pourra pas convertir le panier. Et on va se retrouver avec 2 lancers. Alors, je vous fais une petite confidence. C'est que Chris Dunn n'est pas le meilleur joueur de la ligue, bien au contraire. Il est même moqué par de nombreuses personnes. En revanche, moi, je l'adore. Et il se trouve que je joue avec lui depuis 2K16 et que, du coup, ses timings de lancer franc, parce que c'est pas non plus le meilleur shooter de lancer de la Terre, hein, je les connais pas mal. Et c'est ce qui m'a permis à ce moment-là, ça fait 4 ou 5 ans que je joue avec Chris Dunn, de pouvoir sortir comme ça le perfect. Alors qu'ici on voit une action où Ja Morant a été contré, il ressort la balle un peu miraculeusement, ça passe devant pour les Grizzlies. Moins 2, 50 secondes à jouer, balle à Winslow, évidemment. On va trouver Pokusevski pour un petit mouvement de Shai qui est derrière l'arc. On échoue. Là, il y a le feu. Hein. Là, il y a le feu. Contre-attaque. Shoot ouvert pour Dylan Brooks. Shai qui ouvre. Azubuike pour Dunn. Qui vient comme ça, heureusement, nous faire recoller. Et on aura encore une possession. C'est essentiel. Donc, évidemment, Ja Morant va prendre son temps. On s'en doute. Et il va nous sortir un magnifique 2 points mi-distance somptueux. Ja Morant fait passer les Grizzlies devant à ce moment-là du match. À qui est-ce qu'on va donner la balle? Je vous le donne en 1000. Shai, écran, pénétration, élasticité. Et ça lâche le ballon juste avant la fin du temps réglementaire. Ce qui fait qu'on se retrouve en prolongation. Encore une performance de Gilgeous-Alexander qui, je n'ai plus de mots. Hein, je vous avais un peu annoncé au début de l'épisode que j'allais vous en reparler. Mais maintenant, je pense que vous avez bien compris pourquoi. Le type est dingue. Il est dingue à jouer. C'est un bonheur à l'état pur.
il est temps peut-être de faire parler notre défense. On va poser le jeu là sur la contre-attaque. On va demander à Pokusevski de se débarrasser de son défenseur ici. Pied dans le ciment. Swish. Voilà. C'est une première pierre à notre édifice au cours de cette prolongation. La deuxième pierre, c'est la contestation de Ja Morant sous le cercle, suivie d'une contre-attaque très facilement conclue par Shai Gilgeous-Alexander. Il reste 2 minutes, on est à plus 5. Je crois qu'on n'a pas été en si bonne position depuis quasiment le début de match. J'exagère à peine. En tout cas, depuis la première mi-temps. Malédon est convoqué derrière l'arc. Swish. Et voilà. Plus 8. Plus 8. Avec, pour se faire plaisir, un petit alley-oop où on retrouve dans les airs Flying Bazley sur un magnifique service de Shai. Vous l'avez compris, cette prolongation, il y aura eu peu de suspense. Et le Thunder se retrouve donc en finale NBA, champion de l'Ouest au passage. Maintenant, tout reste à savoir avec quel adversaire. Quel adversaire. Je suis assez content, encore une fois, de l'adresse globale. Je trouve pas qu'on ait été trop bon sur la conservation du ballon, en revanche. 5 interceptions, c'est trop. Mais sinon, pour le reste, ça va. Un très bon Dillon Brooks. Hein. Ja Morant avec une jolie ligne de stats, assez complète. Valanciunas Jackson, pas mal du tout. Et puis après, de notre côté, c'est sûr que Malédon a été fort. Au moment où il fallait ne pas se laisser décrocher. On citera Dort, Dunn, Azubuike, Bazley en sortie de banc, qui n'auront pas été ridicules non plus. Bref, ça fait du bon boulot tout ça. Et ça se retrouve en finale pour la 2e année d'affilée. Est-ce que les Raptors vont rejoindre le Thunder ou est-ce que ce sera le Heat? Écoutez, c'est ce qu'on va voir tout de suite là. Hein. Pas du tout après la pub, il n'y a pas de pub ici. Je supporte pas le concept de la publicité. Je crois qu'on peut le dire. 2 minutes 30 à 43 secondes plus 7, c'est fini. C'est fini. J'ai choisi de le simuler parce que, vous savez quoi? J'estimais que ma chance, je l'avais eue au match 5. Et que si j'étais pas fichu de conclure le match au match 5, il fallait que ça se passe de la manière dont le jeu l'avait décidé. Et le jeu a décidé que le Heat était on fire sur la fin de cette série, puisque mené 3-1, le Miami Heat renverse la série et éjecte les Toronto Raptors, qui seront donc sortis en finale de conf par ce Miami Heat. Et donc on aura une finale Thunder contre Heat. Je m'en pourlèche les babines d'avance. Donovan Mitchell aura pourtant été très très fort sur ce match 7 du grand Donovan Mitchell. Mais en face, c'est peut-être un petit peu mieux réparti, sûrement même. Et il faut s'incliner face à cette magnifique équipe de Miami. Voilà. Alors après, me direz-vous, qu'est-ce qu'a bien pu donner cette finale? Cette finale, ça a été dans un premier temps un peu un one-man show du Thunder sur le premier match. Après, ça n'augure rien pour le deuxième, hein, puisque le premier match donc a été un blowout. Le deuxième, en revanche, vous le voyez, excessivement serré. Ok, on continue. Que va-t-il se passer sur le troisième? C'est une rébellion du Heat, avec surtout une grosse info, c'est fin de saison pour Théo Malédon. On était déjà privé de Evan Mobley, maintenant on est privé de Théo Malédon. Et là encore, vous allez me dire, mais arrête avec ce Thunder là, t'es en train de te pignoler. Pas du tout. Mais je signale juste une chose, c'est que même l'absence de Mobley et de Théo Malédon, qui sont 2 titulaires, en fait, à ce stade, elle n'empêche pas d'avoir une rotation pertinente. Et c'est vrai qu'on fait rentrer le petit Kunnert. Je replace Shai en meneur. Et Luguentz-Dort va starter. Ça nous fait tout à fait la maille. Il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, il n'y a plus qu'à voir ce que ça peut donner. Hein. Le petit Kunnert, on l'avait drafté en même temps que Kuminga et
et que Mobley. Donc il a eu le temps de se développer. On va comme ça infliger un petit carton là au match 4. Thunder mène donc 3-1, se retrouve à une victoire de la victoire finale du titre. Miami va revenir 3-2 et donc je me dis, on est déjà allé chercher le match 6 à Memphis, on était allé chercher le match 6 à Golden State, et si on allait chercher le match 6 du côté de l'American Airlines Arena, c'est-à-dire l'antre du Miami Heat. Bah oui, c'est ce qu'on va essayer de faire. Voilà. Donc, que dire? On n'a pas Malédon, on n'a pas Mobley, mais on a vu que pour ce qui est de Mobley, Azubuike et Horford font le boulot. Et pour ce qui est de Malédon, bah c'est là qu'on va savoir en fait. Mais déjà en simu, ça avait pas l'air horrible. Je pense que Shai en meneur, ça fait très très mal. Allez, on est parti. Bah ce match en fait va déjà démarrer d'une manière à laquelle on pourrait pas forcément s'attendre, puisque regardez, alors là du coup forcément je vais Azubuike donc qui conclut le alley-oop. Bah, je vais forcément beaucoup jouer à la passe avec Shai Gilgeous-Alexander. Hein, il va être beaucoup plus à la passe qu'au scoring sur ce match-là, puisque j'ai besoin de sa créativité. Ça défend pas mal, ça contre-attaque, ça prend même un début de match assez calamiteux pour Miami. Ici, c'est Winslow qui vient retrouver Flying Dort pour le alley-oop. On défend l'acier. Et en plus, en contre-attaque, on a tendance à être plutôt adroit. Comme ici, Chris Dunn dans le corner sur un service de Kuminga. On continue nos alley-oop. Bon, je pense qu'on a compris. Ce match, en fait, va être décevant sur le plan du suspense. Ici, j'aime bien la passe sur Winslow, qui est démarquée très correctement. Voilà, bam. Alors Ford a su trouver l'homme libre. Ça va être décevant sur le plan du suspense. Ici, Kunnert qui a la balle. Renversement. Chris Dunn à l'opposé. Swish. Et donc, il n'y aura pas le suspense, mais par contre, il y aura la qualité. Et on va comme ça aller s'imposer. Il y aura quelques jolies actions. Ici, celle de Jonathan Kuminga est assez emblématique sur Chris Silva. Je trouve que c'était quand même pas si mal. Et c'est vrai que du coup, l'avance prise dans ce match-là va permettre de tenter des petites choses, comme ici, le petit Eurostep, comme d'autres petites actions qui arrivent après des défenses, encore une fois, assez létales, quoi. On repousse l'adversaire une fois, deux fois, trois fois. Cette action, elle est limite offensante hein, pour Miami. Voilà, c'est terminé. Le Thunder se retrouve donc champion. Et ce pour la deuxième année consécutive, sans qu'il y ait grand-chose à redire. Si ce n'est qu'à un moment donné, les Suns ont peut-être eu l'opportunité de les sortir. Et puis en face, je pense pas que l'Est... à l'Est, il y avait une équipe qui était réellement capable de faire mal à ce OKC-là. Donc, si on se projette un peu sur une suite, on peut se dire déjà qu'il faut jouer la continuité avec OKC. Il faut regarder du côté des Raptors ce qu'on fait. Et c'est peut-être du côté des Suns qui aurait le chantier le plus conséquent pour, je sais pas, d'une certaine façon, essayer de repenser l'équipe. Parce que Chris Paul n'est pas éternel, il va tomber en dessous des 80 probablement. Il faut voir autour de Booker Ayton comment est-ce qu'on s'organise. On voit qu'ici le match a été quasiment parfait hein, pour Thunder, donc c'est pas dans ces cas-là non plus qu'il faut trop parler. Hein. Ça s'est juste très très bien goupillé. La défense a fait mouche sur le hit. Voilà.
Donc, que dire? Si ce n'est que le MVP, on avait une petite idée. C'est évidemment l'inénarrable Shai Gilgeous-Alexander. Et donc je vous dis à très bientôt. On se retrouvera pour soit du Wizards, soit du Rockets probablement, soit la suite de ça. Je verrai dans quel ordre je fais les choses. J'attendais en tout cas la deadline en NBA réel pour pouvoir envisager la suite de certaines carrières, de certaines parties My League. Donc maintenant que c'est intervenu, j'attends les buyouts, mais on va quand même pouvoir se mettre un petit peu en mouvement. J'attendais notamment de voir si Oladipo restait ou pas, et on a eu la réponse. Le Thunder vous salue bien, bye bye.